Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart chaque jour, du lundi au vendredi. Et c'est en direct, évidemment, débat, analyse, expertise. Très heureux d'être avec vous. Et puis vous allez retrouver, bien sûr, vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, Humanava, une plateforme pour rebooster votre enthousiasme, une plateforme pour se réinventer. Nous aurons Arnaud Collery sur notre plateau, le fondateur d'Humanava. Ce sera dans Bien dans son job. Smart et réglo, l'arrêt maladie, bah oui, on parle de confinement, de fermeture des écoles, l'arrêt maladie pour garde d'enfants, comment ça marche, comment ça va marcher, on en parle avec l'avocat Étienne Pujol et puis on évoquera avec lui ce décret sur l'assurance chômage. Il a été passé à bas bruit et il modifie pas mal de choses, on fera le point avec Étienne Pujol. La pause café, la célèbre pause café avec Fanny Griesmer, les entreprises américaines qui encouragent leurs salariés à aller se faire vacciner. Alors des encouragements qui sont parfois, vous allez le voir, un peu iconoclastes, on en parlera avec elle dans sa pause café. Le cercle RH, égalité homme-femme dans les conseils d'administration, ce sera le thème de notre débat. Il y a des progrès, mais peut faire mieux. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'informatique, la tech, ce sont des métiers où les femmes sont encore sous-représentées. On en parle à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, c'est important d'en parler aujourd'hui puisqu'on en parle avec Arnaud Collery. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Humanava, humanava.com, qui est une plateforme. On va en parler avec vous. D'abord, votre parcours est intéressant. Vous êtes un coach, un animateur aux multiples facettes. Vous avez travaillé dans beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi vous avez décidé de créer cette plateforme et à quoi va-t-elle servir ? Effectivement, 20 ans surtout dans le coaching, dans quelques 30 pays. Et ce que j'ai vu, que ce soit en France ou ailleurs, c'est de moins en moins, en fait, on met en avant l'authenticité, la vulnérabilité. Ce que sont les gens, leur parcours de vie, leur cicatrice de vie. Et les gens, finalement, ont peu de chance ou ils ne prennent pas le temps de faire un pas de côté pour se poser un peu la question « qui suis-je » Et on a monté une plateforme pour ça, pour se poser les bonnes questions. Humanava, c'est quoi ? On fait un pas de côté, on prend le temps de quoi ? D'écouter, de regarder, d'entendre et de prendre le temps aussi de se regarder ? Effectivement, tout cela. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer un véritable site de contenu spécialisé sur les soft skills. Alors, vous allez me dire, que sont les soft skills ? Ah oui, ouais, c'était la semaine de la francophonie. C'est quoi les soft skills ? Les soft skills, c'est tout ce qui n'est pas finalement dans le CV. C'est toutes les qualités humaines qui font de nous ce que nous sommes en tant qu'hommes, en tant que femmes, et qui nous a permis de devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on est des êtres merveilleux. Donc on accompagne les gens à se comprendre, à aller vers soi sur l'épanouissement personnel, professionnel, avec des classes comme sur la diversité, l'inclusion, des classes sur le leadership féminin, des classes sur l'enthousiasme, l'optimisme, la réinvention, bientôt sur le burn-out, le mal du siècle bientôt. Très important, bien sûr. Je voulais qu'on prépare cette petite... Alors c'est un très court extrait pour que les gens comprennent bien à quoi ressemblait ce produit. D'abord, c'était un produit audiovisuel. Je crois que vous avez vraiment travaillé sur la qualité aussi du son, de l'image, parce que c'est très très important ça. Effectivement, pour nous, ma partenaire, elle était senior vidéo producer, pardon pour le mot anglais, elle était chargée de la qualité production vidéo d'IBM New York pendant 10 ans. Et effectivement, elle s'est attelée pendant des mois à faire la parfaite qualité en termes de sonore, en termes de visuel, et on est assez content du résultat. On va écouter juste un très court extrait. C'est un de vos intervenants, qui d'ailleurs Humanava va ouvrir ses portes aujourd'hui. Donc on va inaugurer aujourd'hui 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, on est bien d'accord, Arnaud. Ça va bien ouvrir Humanava. L'un des intervenants, 1h30. Parler d'humain n'est pas un poisson d'avril. Voilà, parler d'humain n'est pas un poisson d'avril. Écoutez, regardez, c'est très court et on va le commenter ensuite avec vous, Arnaud. En fait, je vais vous raconter cette histoire. Comment je prends cette décision un jour, à l'âge de 21 ans, d'être heureux, définitivement, le reste de ma vie. Vous avez compris, j'ai passé l'âge de 21 ans maintenant. Ça fait un petit moment déjà. Il a passé l'âge des 21 ans. Ça, c'est une des personnalités. Effectivement, c'est Jean-Philippe Ackermann qui est un des rois, on va dire en France, de tout ce qui est optimisme, enthousiasme, etc. Mais on a par exemple aussi Samira Djouadi, la patronne de la fondation des F1 qui
à mon sens, devrait être vraiment ministre d'État là-dessus, sur ces questions, parce que c'est la reine de là-dessus. Elle est partie du fin fond du 93, elle a la force du poignet, elle a dirigé, elle a créé cette fondation, et maintenant, elle a aidé je crois, 5000 jeunes dans toute la France depuis quelques années. Voilà, et des gens comme Marie-Laure Hubert-Nasser de Bordeaux, qui était la directrice de communication de Bordeaux, jusqu'au changement de municipalité, et elle qui nous parle du leadership féminin. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est que d'être une femme de pouvoir? Qu'est-ce que c'est de prendre des décisions, d'évoluer au sein de société, malgré encore certains hommes qui ne comprennent pas? Arnaud Collery, comment vous vous situez, je dirais, dans le benchmark de ces produits de qualité, de contenu audiovisuel? Vous vous situez où? Bonne question. Alors, on dirait qu'il y a Brut d'un côté, il y a TED de l'autre, on est un petit peu au milieu. Et pour nous, il suffit simplement de... Voilà, c'est un accès privilégié que les ressources humaines ont facilement accès. Il suffit d'acheter quelques packages vidéo pour l'année, pour l'ensemble de ses employés, très facilement. Mais voilà, on voulait la même qualité, la même densité, et on a la prétention de croire que ces partages de vie, c'est 90 minutes de vidéo, quand même séquencées dans des modules... C'est important de nous le dire, hein, c'est pas une 30 d'un bloc. Non, c'est séquencé dans des petits modules très très positifs de 5-10 minutes afin de picorer. Oui, on picore. C'est de temps en temps, on peut aller chercher une thématique qui nous intéresse, pour un DRH par exemple. C'est intéressant l'idée de la transmission, parce que chez vous, il y a cette idée quand même que, et ça c'est très américain si je peux me permettre, vous avez longtemps travaillé aux États-Unis, l'idée que quand on écoute comme ça des leaders, on peut être influencé, voire même transformé. Oui. Non, effectivement, c'est le pari qu'on se fait, c'est que plus vous allez regarder ces vidéos, plus ça va enclencher, ça va déclencher quelque chose chez vous qui va faire en sorte que vous allez pouvoir changer de vie. Pour certains, on va peut-être naître de nouvelles vocations. À ce point-là? À ce point-là, mais on devient quand même un institut de formation, donc on est en attente de l'agrément, donc un véritable institut de formation, mais un petit peu, voilà, effectivement, à l'anglo-saxonne, où on passe par l'inspiration aussi bien que des véritables techniques. Donc les gens, ils ont des atouts, ils ont des techniques qu'ils peuvent mettre en pratique demain, après la vidéo. Il vous parle, en fait, c'est ce que je ressens aussi en regardant cette vidéo, effectivement, qui est d'excellente qualité au niveau sonore et visuel, c'est qu'il y a quand même comme ça, on se parle droit dans les yeux. Parce que TED, il y a quand même cette personnalité qui est sur scène, elle est très très haute, elle est parfois intouchable même. Là, on est vraiment face à lui. Effectivement, je suis un amoureux des TED, j'en ai fait pas mal, en tant qu'animateur, en tant que coach, en tant que conférencier, mais effectivement, il y a toujours ce qui me gênait un petit peu, cette distance. C'est pour ça que depuis 7 ans, j'avais créé déjà les Stand Up for Passion, qui étaient ces conférences inspirantes autour du monde, où on parlait sans PowerPoint, sans vidéo, d'égal à d'égal. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et avec Humanava, effectivement, les gens sont déjà assis, ils sont pas debout, ils regardent face caméra, et je leur dis de jamais essayer d'enseigner à l'autre, mais plutôt de partager. C'est pas un cours. Ah, c'est pas un cours. C'est là la subtilité. C'est pas un cours, et en même temps, c'est de la formation. Quand vous dites transformer l'individu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout en restant dans son entreprise, dans son business, il faut qu'il arrive à briser ses chaînes. C'est quoi l'idée de la transformation? Pas forcément de complètement briser les chaînes, mais peut-être, encore une fois, de mettre un pas de côté, de prendre du recul, de regarder sa vie, de se poser ces véritables questions qui sont finalement fondamentales. Qu'on ne se pense pas assez. Qui suis-je? Et en ce moment, avec surtout les annonces depuis hier. C'est vrai. Mais vraiment, où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Oui. Ouais. Et puis, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma vocation? Et peut-être, on va se transformer au sein de l'entreprise, peut-être ailleurs, peut-être on apportera autrement. Peut-être autrement. Aujourd'hui, ce que je vois, depuis le Covid, depuis 1 an, je vois des patrons d'entreprise qui me disent, il y a des initiatives de dingue de la part de certains employés qui sont mis à... Voilà, on ne sait pas d'où ça venait, une espèce de créativité, qui jaillissait. Donc de liberté, ça donne de la liberté. La liberté. Un mot, parce que c'est important, parce que ce bébé, vous le portez depuis longtemps et il va naître aujourd'hui, donc c'est quand même un moment important dans le parcours aussi de votre carrière. La temporalité de tout cela, parce que là, on a déjà, pour ceux qui seront abonnés, évidemment, c'est un abonnement, 4 personnalités de premier plan. La temporalité, c'est du mensuel. Comment vous nourrirez la bouche vorace du Manava? Donc alors, on a déjà 20 oui, des gens qui attendent avec impatience, avec lesquels on a travaillé un petit peu le storytelling, ils sont prêts. Enfin, c'est déjà des gens hors pair. On voulait juste mettre encore plus de vulnérabilité, un peu moins évident parfois en France. Et là, on a des gens comme Jérémy Clément, l'ancien footballeur du PSG. On a des gens comme Aude Sully qui va nous faire la classe sur le burn-out. On a des gens comme Régis Rossi qui à lui tout seul peut vous ramener à ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est de se comprendre, de travailler avec ses émotions, de travailler en accord avec les autres, de travailler en résonance. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. L'intelligence émotionnelle, si vous parlez au DRH ou aux recruteurs même, l'intelligence émotionnelle d'un côté et tout ce qui est enthousiasme, optimisme, courage,
puis la créativité, c'est peut-être le trio gagnant. Et c'est ce qu'on va mettre en avant. Et puis, on a des gens, des anciens du RAID, du GIGN, enfin des gens qui ont mis le pied à l'étrier, qui font de la formation, d'ailleurs, qui font de la transmission aujourd'hui. Le monde change. Enfin, est-ce que Humanava contribue finalement à un changement de monde et d'attitude dans l'entreprise? Oui. Alors, même si, effectivement, si on en revient 2 secondes à TED, c'était des histoires qui allaient changer le monde. Moi, je suis un peu plus passionné à des histoires qui t'ont changé toi. Et c'est ça qu'on invite. C'est ça. Donc moins de distance, ça nous concerne. C'est toi. Et enfin, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, j'ai l'audace de croire que quand on écoute quelqu'un vraiment qui a changé de vie, qui s'est transformé et qui nous dévoile tout, qui nous dit vraiment à quel point c'était difficile. Mais c'est triple sur la table, comme dirait Ferdinand Sénile. Ou plus. On change vraiment. On change vraiment. Longue vie à Humanava qui démarre, c'est toujours un moment... Qui démarre aujourd'hui. Voilà, c'est un moment évidemment toujours un peu à la fois de partenaire, tension. Jeannette Nakano. Voilà, Jeannette Nakano qu'on salue, humanava.com, avec ses rencontres, parce que ce sont de véritables rencontres. Vous l'avez dit, on peut picorer. On peut prendre morceau par morceau, thématique aussi, parce qu'évidemment tout cela a été thématisé pour qu'on puisse doucement cheminer avec tous vos intervenants. Arnaud Collery, merci. Vous êtes coach et le père de Humanava, avec la maman que vous avez citée tout à l'heure, humanava.com. Merci d'être venu dans Bien dans son job. Merci Arnaud. Et puis on se retrouve peut-être dans 6 mois pour voir un tout petit peu comment a évolué Humanava. La suite de notre programme, c'est du droit. Le droit, c'est toujours très important. Il en faut. Smart et réglo, la garde d'enfants. Bah oui, vous êtes concernés, vous êtes déjà en train de passer des coups de téléphone. Comment je garde mon fils? Ai-je le droit de demander un certificat médical? Bah peut-être. On en parle avec Étienne Pujol. Étienne Pujol, avocat, un habitué de notre rubrique Smart et Réglo, et on le remercie d'être là aujourd'hui un peu plus encore. Berilo, votre cabinet, il faut le signaler. 2 sujets aujourd'hui. Un qui est au cœur de l'actualité, c'est la garde d'enfants. Là, aujourd'hui, des salariés commencent à passer des coups de fil pour dire mamie, papy, comment on fait? Peux-tu nous garder l'enfant? Ou j'ai besoin, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'aller voir un médecin pour faire un arrêt maladie. A-t-on le droit, sur le plan juridique, d'avoir ce certif médical pour garder son enfant? Oui, on a le droit. Les salariés, les indépendants, enfin tous ceux qui sont confrontés à la fermeture des modes normaux de garde d'enfants sont confrontés à cette problématique de savoir comment je fais dans les jours qui viennent pour prévoir cette modalité de jonglage entre mon travail, ce pourquoi je suis rémunéré, et puis la garde de mon enfant qui devait être assurée par d'autres moyens et qu'il va falloir que j'assure moi-même. Donc le médecin met quoi sur la feuille, pour le dire un peu simplement, parce qu'il n'y a pas de maladie particulière, c'est permet à la Sécu de prendre en charge en fait. Oui, voilà. Et en fait, il y a plusieurs étapes. Quand on est salarié, la première étape, c'est de se dire est-ce que mon poste est télétravaillable ou pas? Donc, est-ce que je peux travailler de chez moi? Et une fois qu'on a répondu à cette question, si on est télétravaillable, donc on peut être chez soi et qu'on a un enfant dans le même environnement professionnel, on se demande après est-ce que je suis en mesure de juguler la partie travail et la partie je m'occupe de mon enfant scolarisé, je surveille comment il travaille en Zoom ou en télétravail lui aussi avec son école. Si l'enfant est déjà un adolescent et peut s'occuper lui-même, a priori c'est gérable, mais le seuil est à 16 ans, donc le seuil réglementaire est à 16 ans. Mais un enfant en dessous de 10 ans, c'est quand même extrêmement compliqué de cumuler 2 travaux en même temps. Ça se saurait si le travail de nounou ou d'instituteur était un travail partiel, ça se saurait. Donc ça veut dire, pour le dire simplement, et on va parler du chômage partiel, parce que c'est un autre sujet très important, ça veut dire que les médecins là, vont être très sollicités dans les jours qui viennent et ils n'auront pas le droit de refuser, nous sommes bien d'accord? C'est compliqué ça. Ça sera compliqué pour eux de refuser. Effectivement, il n'y a pas de... médicalement parlant, il n'y a pas de cause. En revanche, le fait d'exposer qu'on ne peut pas à la fois s'occuper de son enfant et travailler, c'est une cause objective. Pour le dire simplement, Étienne, on a son certificat médical, ça veut dire qu'on est officiellement en arrêt maladie. La Sécurité sociale va prendre en charge ces jours d'arrêt. Il y a une plateforme en fait sur Amélie sur laquelle on va pouvoir indiquer la situation dans laquelle on se trouve. Pour que les choses soient claires, une fois qu'on a cet arrêt maladie, on ne peut plus travailler dans son entreprise ou on continue le télétravail? Non, oulala. Je pose des questions naïves, mais, mais la tentation est grande d'ouvrir l'ordinateur. La tentation est grande, on l'a vu l'année dernière sur ces employeurs qui faisaient à la fois du télétravail et déclaraient de l'activité partielle. Là, c'est pareil, quand on est en arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu, on ne travaille pas.
Donc, c'est-à-dire, on laisse le smartphone, on ne répond plus à des On mails. exerce son droit à la déconnexion, comme on dit juridiquement. Ça, c'est la partie théorique, parce qu'on a vu des cas très précis de collaborateurs qui, eux-mêmes, le désiraient, pouvaient répondre aux mails, continuer à travailler en ayant ses enfants dans la maison à gérer en plus. Donc, on rentre dans une nouvelle séquence très difficile pour les salariés, ça c'est clair. Très difficile pour les salariés. Et les employeurs aussi, d'ailleurs. Ils sont pris dans des injonctions paradoxales. Les employeurs aussi, parce qu'ils doivent continuer néanmoins à assurer la production de ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça renvoie à ce qu'on dit depuis quelque temps sur le télétravail. Le télétravail, c'est du travail à domicile ou dans un lieu tiers, c'est-à-dire pas sur le lieu de travail. Et les contraintes, l'exercice du lien de subordination n'est pas le même. Le contrôle de l'employeur sur l'activité du salarié n'est pas le même quand il est sur place de quand il est chez lui. Étienne, il y a un autre sujet, alors là celui-ci il fait moins de bruit parce que c'est un décret qui a été dévoilé hier je crois ou avant-hier sur des modifications des règles concernant l'assurance chômage. Ça avait été évoqué et le décret donc est sorti. Qu'est-ce que ça change dans un contexte particulier où une grande partie des salariés sont ou vont être de nouveau mis en chômage partiel? En fait, l'activité partielle, donc l'indemnisation de l'activité partielle, le communiqué de presse, les réglementations ont dit qu'elles sont prorogées pendant toute cette période-là, ce qui veut dire que le salarié va être indemnisé et normalement, en tout cas pour les parties, les bas salaires, entre guillemets, vont être indemnisés sans préjudice financier. Donc 100% ou toujours 84% toujours du brut? 84%, on reste sur le 84%. Ou c'est 100%, tout à fait. D'accord. Donc qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose finalement? En fait, ça change pas grand-chose en termes d'indemnisation. La principale préoccupation, comme l'année dernière à peu près à la même époque, c'est la soudaineté de cette annonce où, comme vous le disiez en introduction, tout d'un coup, les salariés et les entreprises vont devoir configurer une nouvelle organisation de travail qu'ils n'avaient probablement pas anticipée. Donc la réalité du jour de ce 1er avril, qui n'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est que les salariés, de nouveau, comme il y a un an, doivent s'organiser avec quand même des injonctions très fortes du gouvernement il faut être en télétravail, c'est-à-dire que là, il n'y a pas le choix. Oui, mais... qui n'est pas obligatoire non plus. Alors que le télétravail n'est pas obligatoire, il y a eu un petit changement sémantique chez Emmanuel Macron hier soir, mais le télétravail n'est toujours pas obligatoire, ne peut toujours pas être imposé. Et encore une fois, quand on télétravaille, on doit être focalisé sur son travail, ce qui, normalement, est censé éviter les perturbations liées au fait que on a un enfant dont il faut surveiller les devoirs la semaine prochaine quand il y aura de l'enseignement à distance. On ne peut pas être à la fois en conférence téléphonique avec son employeur d'un côté ou des clients, et en même temps surveiller que l'enfant de 6 ans fait bien ses lignes d'écriture. Mais ce que certains ont fait quand même. Oui, mais ce qui génère d'une part du stress et de la charge mentale supplémentaire, et puis d'autre part une concentration probablement moindre, voire un décalage, on parlait de droit à déconnexion avec les smartphones, un décalage dans le temps de la relation de travail. On attend que les enfants dorment le soir pour se remettre au travail qu'on n'a pas eu le temps de faire en journée parce qu'on s'occupait des enfants. Ouais. Et donc le temps de repos des salariés se trouve considérablement réduit. Et donc la fatigue et l'épuisement, après un an déjà de tension, on l'a vu, vous recevez suffisamment la NDRH pour voir qu'il y a des conséquences sur les relations de travail, sur la santé psychologique des salariés qui est extrêmement forte. Merci Étienne Pujol. On rentre dans un nouveau tunnel, puisqu'on avait évoqué un petit peu de lumière au bout, mais là on repart de nouveau, il faut le dire, dans une période de tunnel un peu sombre, tout en nous disant que, vous avez entendu, bientôt en mai, on n'a pas la date, pourraient de nouveau chanter les oiseaux et chanter les Parisiens et les Français. Bon, oui, à suivre. À suivre, exactement. Le tout, c'est qu'effectivement, on souhaite beaucoup de courage à tous les travailleurs aujourd'hui pour faire face à cette situation, effectivement. Ça va être difficile, en effet. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit du travail et en droit social. Évidemment, c'était un plaisir de vous accueillir. On va faire une petite pause, parce que souvent vous croisez Fanny Griesmer en sortant évidemment de cette séquence. Petite pause, on va partir aux États-Unis avec elle parce que on a un grand débat en France sur la vaccination, pas assez de vaccins, les vaccinodromes qui sont parfois un peu dépourvus, mais aux États-Unis, elle va nous l'expliquer. Ils ont trouvé une méthode infaillible pour donner envie à leurs collaborateurs d'aller se faire vacciner. Elle nous explique tout dans sa pause café.
La pause café avec Fanny Griesmer. On part et on quitte la France parce que là, le paysage est assez sombre. Aux États-Unis, on vaccine beaucoup. Et on a essayé de trouver, l'entreprise est un centre de gravité, plus qu'en France d'ailleurs, pour la vaccination. Et les entreprises, ils essaient de trouver des petits trucs, des petites méthodes pour les inciter à aller se faire vacciner. Exactement. C'est très différent en France. Hein. Très très différent, vous allez le voir. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des signes assez inquiétants d'une résurgence de la pandémie. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination aux États-Unis. Annonce doublée d'une promesse. 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril. Le reste d'ici le 1er mai. On n'est pas exactement sur le même calendrier qu'en France. Et pas le même nombre d'habitants à soigner. Non plus. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, 143 millions de doses ont déjà été injectées et 16% de la population est totalement vaccinée, dont près de 50% des plus de 65 ans. Et c'est vrai que vous le disiez, la campagne de vaccination, les entreprises s'y impliquent très largement. Beaucoup. Alors, 2 choses à noter déjà. Outre-Atlantique, les entreprises peuvent organiser elles-mêmes des centres de vaccination si elles s'engagent à les faire fonctionner sur les heures de travail, gratuitement et pour tous les travailleurs, les salariés, comme les sous-traitants. Par ailleurs, les entreprises ont le droit de refuser l'entrée sur leur lieu de travail aux employés non vaccinés. La question avait été débattue et tranchée fin décembre. Se pose alors une question, faut-il obliger les salariés à se faire vacciner? Le débat était arrivé en France et avait été repoussé. Alors, il y a eu un petit sondage qui a été mené par le Chief Executive Leadership Institute de Yale et près de 70% des PDG des grandes entreprises se déclarent être prêts à exiger que leurs salariés soient vaccinés. Donc, obligation pour 70% de ces PDG. L'objectif derrière la manœuvre, vous l'aurez bien compris, c'est de retrouver au plus vite une activité normale. Alors, possible, c'est une chose, mais certaines entreprises ont décidé une autre méthode, ont choisi une autre méthode, l'incitation. Vous allez le voir, tous les moyens sont bons pour encourager les salariés à recevoir le précieux sérum. Des secteurs, c'est vrai qu'à fort besoin de main-d'œuvre, comme les supermarchés, les abattoirs ou les exploitations agricoles, ont pris les devants avec des incitations sous différentes formes. Première, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et oui, donc une prime. $100, c'est le bonus annoncé par la chaîne de magasins Kroger. $100 contre la présentation d'un certificat de vaccination. Les employés qui n'auront pas le précieux sésame pour des raisons de santé ou des raisons religieuses pourront à la place suivre une formation dans le domaine de la santé et bénéficier ainsi du même bonus. C'est plus chez Bolton Farms. C'est une société qui vend des jus et des smoothies essentiellement. $500 versés à tous les employés à temps plein acceptant la piqûre. Autre mesure qui peut aussi vous séduire peut-être, le jour de congé. Oui, un jour de congé supplémentaire en 2022 pour les salariés d'American Airlines. Ça compte aux États-Unis, les jours de congé. Oui, ça compte. Un jour, alors en 2022, chez American Airlines, il faudra patienter un petit peu. Plus, là aussi, une prime de $50. Dans la plupart des sociétés, généralement, on est sur une demi-journée de congé. Le temps pour les salariés d'aller se faire vacciner et pas d'avoir à choisir entre leur santé et le fait d'être rémunéré. Ça motive quand même. Et puis, ce très beau coup de com', pas vraiment diététique, on peut le dire, de la chaîne de restaurants Krispy Kreme. Mieux que la carotte, un donut. Donut glacé, donc je vous en ai ramené un, cher Arnaud. C'est gentil. Alors, il n'est pas glacé, mais en revanche, il est bien. Il est tout enrobé de chocolat. Ah oui, c'est très bien ça. Mais je ne le mangerai pas tout de suite parce que sinon je ne pourrais pas continuer l'émission. Non, ça va être compliqué. Mais il est très beau. Un donut, mais un seul ou je crois que non. C'est toutes les semaines. Un donut glacé, gratuit, tous les jours de la semaine, jusqu'à la fin de l'année. Sur présentation, là aussi, du certificat de vaccination. Ah oui. Voilà. Oui. Et en plus, pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Vous allez dans l'un des magasins, l'un des restaurants de la chaîne. Vous demandez votre donut, vous présentez votre certificat et vous pouvez repartir. Alors c'est vrai que l'initiative peut faire sourire, peut donner envie aussi à certains, mais a surtout fait grincer des dents outre-Atlantique, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis, au-delà de la pandémie de Covid, il y a une autre épidémie qui sévit, elle, déjà depuis de nombreuses années. Le donut, l'obésité. Et voilà.
encourager. Et puis en plus, on sait que l'obésité est aussi un facteur aggravant et que les conséquences du Covid sont souvent plus graves. Pour les gens qui sont atteints d'obésité, ça c'est vrai, on a vu beaucoup en France aussi de personnes qui avaient évidemment beaucoup de cas d'obésité touchés par le Covid. On s'intéressera à la France, Fanny Griesmer, sur ce sujet parce que c'est intéressant de savoir comment la France envisage et ses entreprises vaccinent. De motiver. Voilà, comment on motive ses salariés pour aller se faire vacciner à condition d'avoir évidemment les vaccins, ce qui est un autre sujet qui est posé à la France. Un croissant qui n'est pas très très bon non plus pour la santé. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur ce qui se passe aux États-Unis. Ça nous donnera l'occasion de s'intéresser à ce qui se passe en France aussi. On fait une courte pause et on va retrouver évidemment les invités de notre débat. On va parler d'égalité homme-femme, vous savez, dans les conseils d'administration et on en parle. C'est tout de suite après cette pause. Évidemment, je vais manger mon petit donut. Tiens, je vais en profiter. Le cercle RH, notre débat quotidien, on a parlé de la charge mentale sur les épaules des femmes au début de notre émission, c'est un vrai sujet. Et là, on s'intéresse à leur place des femmes, bien entendu, vous l'aurez compris, au sein des conseils d'administration, des COMEX et à la tête des grandes entreprises. Alors, du chemin a été fait depuis 2011, c'est la loi Zimmermann-Copé, on va en parler, mais il reste encore un peu de route parce que c'est vrai que quand on analyse les entreprises du CAC 40, aujourd'hui, depuis février dernier en tout cas, il n'y a plus une femme à la tête du CAC 40, ce sont des hommes. Alors, il y a du mieux dans les conseils d'administration, il y a du mieux dans les conseils de surveillance. Du chemin a été parcouru, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des femmes sont un peu victimes du plafond de verre parce que les recrutements, la manière dont les hommes recrutent, les cabinets de recrutement, la manière dont finalement les hommes se cooptent entre eux, c'est un vrai sujet et on va en parler. Je parlais de la loi Zimmermann, mais nous avons Marie-Jo Zimmermann sur le plateau. Bonjour, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions dans une autre vie sur ce sujet. Alors, ancienne députée, ancienne présidente de la Commission des droits des femmes à l'Assemblée nationale, présidente de l'Observatoire de la parité, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps, et vous êtes à l'origine de cette loi qui a été baptisée la loi Zimmermann-Copé, votée en 2011. Alors, on y reviendra, parce que c'est une loi évolutive, vous n'imposiez rien dès 2011, on passait en 2014, puis en 2017, où il fallait 40%, nous sommes en 2021, voilà, 10 ans. On va faire le point avec vous, c'est l'occasion de faire un bilan. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bénédicte Baillet est avec nous, elle est en visio et on la remercie. Vous êtes la DRH du groupe Legrand. Alors Legrand, c'est le matériel électrique que tout le monde connaît quand on appuie sur les boutons, nos boutons poussoirs. Et vous avez le label Guise, c'est intéressant, vous êtes la DRH de chez Legrand. On reviendra sur votre parcours parce que vous aussi, vous avez un parcours, madame, si je peux me permettre, assez original, parce que vous étiez une juriste d'entreprise et puis vous avez progressé au sein de l'entreprise pour intégrer, arrêtez si je me trompe, intégrer le COMEX. Vous êtes aujourd'hui membre du COMEX. Absolument. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Et puis Christina Lunghi, alors vous connaissez bien avec Marie-Jo Zimmermann, Christina, parce que vous êtes la présidente et fondatrice d'Arborus et du label Guise. On dit bien Guise, hein ? Guise, du label Guise. Ce label, l'entreprise Legrand l'a acquis. On reviendra sur la manière dont vous labellisez. Vous êtes très impliquée sur ces questions d'égalité, parce que vous étiez aux côtés de Nicole Hamelin, qui était la ministre en charge de cette question d'égalité homme-femme dès 2005. Et puis vous avez travaillé évidemment tout au long de ces années sur cette égalité. Vous en sortez d'ailleurs un livre, plaidoyer pour l'égalité année zéro. Année zéro, c'est angoissant ce que vous nous dites dans ce titre. Année zéro, ça c'est chez L'Harmattan, c'est votre livre qui fait un point et puis qui est traversé évidemment par votre expérience. D'abord, Marie-Jo Zimmermann, c'est important parce qu'il s'est écoulé 10 ans. Il y a 10 ans, nous étions ensemble, on faisait cette émission pour dire c'est une loi importante qui va transformer ces conseils d'administration qui sont souvent des hommes de 45 ans au costume gris et aux cheveux gris pour certains d'entre eux. Ça a changé ou pas ? Oui, ça a changé. Et je dirais que 10 ans après, je suis très heureuse de m'être battue pour avoir cette loi, parce que c'est vrai que nous avons fait des émissions ensemble et à l'époque, c'était pas acquis. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi il y a 10 ans ? J'ai l'impression que c'était hier, il y a 10 ans, mais pourquoi ça ne marchait pas ? Les hommes se cabraient ? que, si vous voulez, on était quelques années après une loi qui a toujours été très importante pour moi, qui était la loi Génisson, sur l'égalité. Catherine Génisson. Députée socialiste du Nord. Absolument, et je lui ai succédé à l'Observatoire de la parité. Et puis, Catherine Génisson, j'avais beaucoup travaillé avec elle sur la loi d'égalité professionnelle, et je m'étais rendu compte que, d'abord,
faire appliquer la loi sur l'égalité professionnelle, ce n'était pas du tout évident à l'époque. Et pour moi, ce qui était important, il y avait 2 choses dans cette loi Copé-Zimmermann. C'était d'abord faire rentrer des femmes qui, pour moi, étaient compétentes, ce qui n'était pas évident à prouver. Parce qu'à l'époque, les chasseurs de tête, c'était une horreur. On en revient bien au cabinet de recrutement. Absolument. Eh oui, c'était terrible. Moi, j'ai eu des débats avec des chasseurs de tête qui me disaient « Bon, enfin, écoutez, les femmes, on n'en trouve pas. » On n'en trouve pas. Voilà. On l'entendait en politique aussi, si je peux me permettre. C'est-à-dire que j'étais tellement impliqué également sur ce sujet politique où, de toute façon... Des femmes, il n'y en a pas. On ne pouvait pas rentrer en politique. Voilà, c'était... voilà. Et je dis toujours que moi, j'ai été un accident de l'histoire parce que c'est grâce au fait que celui dont j'étais la suppléante a été annulé, que malheureusement j'ai été obligée de devenir députée. Voilà. Ouais. Et j'ai été élue. Et vous avez été élue, absolument. Voilà. Mais qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque et qu'aujourd'hui les choses ont évolué? C'est parce que la société bouge, parce que les femmes ont pris leur destin en main, parce que des lois ont été votées. Rien n'existerait sans un cadre législatif. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, à un moment donné, je dirais, les femmes se sont prises en main. Et elles ont, quelque part... elles se sont accaparées de la loi. Et ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. J'ai été poussée et soutenue par la fameuse association Les Grandes Écoles au féminin, qui m'avait démontré, quand j'intervenais à Polytechnique, quand j'intervenais à l'ENSAM, je me souviens que ces femmes m'avaient dit, vous voyez, on est sorti dans la botte de notre école et aujourd'hui, vous voyez, entre 40 la botte, et 50... c'est les meilleurs, c'est le classement des 5 premiers, c'est comme à l'ENA, quoi. Voilà. Et on est aujourd'hui, entre 40 et 55 ans, complètement largués. Alors que nos collègues qui étaient loin derrière nous ont doublé. Les PDG, etc. Donc tout ça, ça m'avait interpellée et c'est la raison pour laquelle j'ai défendu d'abord cette idée que des femmes compétentes, il y en avait. Deuxièmement, des femmes compétentes, il fallait les intégrer dans le cœur battant d'une entreprise qui était le conseil d'administration. Bien sûr. Et puis, troisième autre point qui a toujours été extrêmement important, et c'est l'aspect, je dirais, qui aujourd'hui, disons, est à revoir complètement. Comme on n'arrivait pas à casser le plafond de verre, je me disais qu'en les mettant au conseil d'administration, on était obligé de les mettre dans les CODIR et les COMEX. Exactement. Et à ce moment-là, agir sur fissurer le plafond de verre. Je donne juste la parole à Bénédicte Baillet, DRH du groupe Legrand, parce qu'elle nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est une femme très occupée. Je rappelle votre parcours, juriste dans l'entreprise. Vous avez fait une grande école de commerce et vous êtes aujourd'hui au COMEX. Il y a de la fierté, il y a quoi? Il y a eu du combat, il y a eu de la pugnacité. Comment on fait, parce qu'il y a un vrai débat chez les femmes, de votre profil, d'accéder au COMEX? Le COMEX, c'est aussi le sein des seins de l'entreprise. On y prend les décisions importantes. Ouais, c'est un mélange, je rejoins ce qu'a dit Madame Zimmermann, c'est-à-dire c'est un mélange d'opportunités. Comme elle, j'ai eu la chance de me voir offrir une nomination au comité de direction, donc à l'époque j'étais directrice juridique, et puis aussi une volonté d'y arriver. Si la première raison parfois d'absence de nomination des femmes, c'est le découragement des femmes elles-mêmes. Donc ça c'est vrai qu'il faut y croire. Moi quand j'ai commencé ma carrière, donc j'étais en cabinet d'avocat, ma responsable qui était une associée, il y en avait assez peu à l'époque, était donc une femme. Et c'est vrai que c'est là où on voit l'importance d'avoir des femmes à ce type de poste de direction dans les entreprises, dans les conseils d'administration. Ça donne envie aux jeunes femmes d'y arriver et ça leur montre que c'est possible surtout. Ça leur montre que c'est possible de progresser, ça leur montre que c'est possible de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et ça, c'est très important. Mais oui. D'ailleurs, précisons que Legrand, si je peux me permettre, puisque je connais vos produits comme bricoleur, c'est un milieu d'hommes, quand même, le milieu comme ça du monde électrique. Vous êtes retrouvés comme ça parmi des techniciens, des ingénieurs, des gens qui font des boutons, de l'électrique et du connecté. C'est pas si simple. Oui, absolument. C'est vrai que chez Legrand, il y a une majorité d'hommes, en particulier dans les postes de direction, mais ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Quand je suis entrée au comité de direction, il y avait pas de femmes. Aujourd'hui, nous sommes 3, donc un tiers de femmes au comité de direction. On a près de la moitié de femmes au conseil d'administration et avant 2010, il n'y en avait pas. Donc on voit que ça évolue. Mais
Juste d'un mot, Christian Lunghi, restez avec nous, hein, Bénédicte Bailly, bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a un mélange de bataille, de pugnacité, mais aussi de confiance liée à une loi qui dit, après tout, cette loi nous permet de le faire. Donc voilà, je vais y aller parce que j'y crois. Christina Lunghi, plaidoyer pour l'égalité année zéro, parce que vous venez de me l'apporter, ce livre, je ne l'avais pas vu, année zéro. Je me dis, mais il s'est quand même passé des choses. Première question, est-ce que la politique de quotas, parce que c'est de ça dont il est question, des quotas évolutifs au sein des conseils d'administration, était de la bonne politique. Le mot quota en France est un mot qui est souvent critiqué, puisqu'on dit que c'est le modèle anglo-saxon, que les quotas, ça ne marche pas. Est-ce que ça marche, les quotas ? Alors, les quotas, ça marche très bien, puisqu'on voit bien qu'on on était bon dernier au niveau européen avant la loi de Marie-Jo Zimmermann, et on est aujourd'hui premier. Donc, je pense qu'on a la démonstration par l'exemple. Aujourd'hui, c'est 40%. Hein, le chiffre, c'est à partir depuis 2017, normalement. On est à 44%. On est à 44%. Et c'était 40. Hein. On est à 46. 46 au FBF. Alors qu'en 2010, exact. On était à 12. À 12. Voilà. Alors, vous disiez, les quotas ont mauvaise presse. Oui, on n'aime pas le mot quota. C'est un mot. Les entreprises, c'est vrai qu'on l'aime pas. Moi, j'ai créé à l'époque pour le cabinet de Madame Ameline un label pour la France que j'ai transposé de façon beaucoup plus universelle et structurée au niveau international. Et c'est le fameux label GIZ dont le groupe Legrand vient d'être... un label, ça veut dire qu'ils se sont pliés à des règles précises. Ils ont suivi un référentiel extrêmement précis, très structurant, et qu'ils ont été audités par des auditeurs de chez Bureau Veritas Certification, qui est le leader mondial de la certification, donc des gens très sérieux. Et ils ont donc obtenu, juste avant Noël, cette certification. Et là, on ne va pas parler de quotas, mais on va toujours parler d'effet de seuil. C'est-à-dire, on va dire, on va mettre ce qu'on appelle des KPI, on va dire, on veut tant de femmes à horizon de temps. Sur tel niveau de responsabilité, c'est ça. Sur les COMEX. Sur la mixité des métiers. Par exemple, nous avons lancé... Oui, vous rentrez à ce niveau de détail-là. Vous ne restez pas que sur les postes. C'est important. Il faut que ça parte du bas. Bien sûr, parce qu'on a la loi qui est un cadre général, mais après, on va aller au-delà de la loi, en France, mais partout dans le monde, avec cette certification internationale. GIZ, non mais j'aurais quand même bien le dire, parce que le grand GIZ. Marie-Jo Zimmermann, j'ai lu un chiffre assez incroyable. D'abord, je le redis, dans les boîtes du CAC 40, les grandes entreprises françaises, à part Isabelle Koller qui a quitté son poste, c'était la seule femme à diriger une entreprise du CAC, qui était Engie. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et j'ai vu, c'est très intéressant pour ceux qui boursicotent et qui jouent en bourse, si on avait investi en bourse sur le CAC entre 2007 et 2019, on a perdu 14% de son portefeuille, ou 17%. Si on a investi sur le CAC 60 où il y a des femmes, on a gagné 134%. Enfin, qu'est-ce qu'elles apportent, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles disent dans l'entreprise? Parce qu'on voit bien que l'entreprise va mieux quand il y a des femmes qui dirigent ou qui co-dirigent. C'est ça. Mais si vous voulez, moi c'est la certitude que j'avais. Quand j'ai voulu légiférer, et j'avais été en Norvège à l'époque. Et en Norvège, le ministre qui avait légiféré m'avait expliqué, m'avait dit, vous savez, les groupes d'hommes, comme il disait les clubs d'hommes. Il y en a des clubs d'hommes d'ailleurs, voilà. C'est vrai. Mais absolument, non mais ça ne me dérange pas. Il y en a pas mal. Sauf que, si vous voulez, je crois que l'univers n'est pas constitué que d'hommes. Il y a des femmes, il y a des hommes. Chacun a ses compétences. Il doit apporter. Pense, et il doit y avoir une complémentarité au départ. Et je crois que ce qu'il y a eu, et ça aujourd'hui, je dirais après 3 ans d'application de la loi sur les 40%. À partir de 2017, qui est... À partir de 2017, absolument, parce que en plus, pour pas bousculer vraiment le système, il y avait un calendrier évolutif. Il y avait 2014, 2017. Et à ce moment-là, moi, je crois qu'aujourd'hui, lorsque on lit un petit peu les rapports des conseils d'administration, on sent que les femmes apportent leur expertise, posent des questions, et très souvent, on a changé le mode de fonctionnement des conseils d'administration, à un tel point que même certaines entreprises qui n'avaient pas 40% de femmes commencent de plus en plus, parce que si au départ on s'est focalisé sur le CAC 40 et le SBF 120, pour moi l'essentiel c'était que ça ruisselle sur l'ensemble des C'est ce que dit Christian Lunghi. C'est ça. Et à ce moment-là, je suis aujourd'hui convaincue que le fait d'avoir fait rentrer des femmes, on a changé, je dirais, le mode de fonctionnement des conseils d'administration, et on a déjà des résultats sur
l'ensemble. Bah oui. Absolument. Mais Bénédicte. Et d'ailleurs, vous le dites très bien. Bénédicte Baillet, juste. C'est un peu sociologique ce que je vous demande. Vous avez grandi dans l'entreprise, vous avez évolué pour atteindre ce niveau de responsabilité. Vous êtes aujourd'hui la DRH d'un groupe international. Qu'est-ce que vous apportez? C'est compliqué comme question à vous poser comme ça, droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter au-delà du fait qu'il y ait des quotas, qu'il faille mettre des femmes? Qu'est-ce que vous leur apportez chez Legrand? Nous, on croit fondamentalement, effectivement, à toute la richesse que peut apporter la diversité dans l'entreprise. Vous l'avez mentionné tout à l'heure en introduction, un de nos produits emblématiques, c'est l'interrupteur sur lequel vous appuyez pour allumer la lumière. Oui. Cet interrupteur, il est utilisé la moitié du temps par des hommes, la moitié du temps par des femmes. Si vous n'avez que des hommes dans l'entreprise qui conçoivent ce produit, qui pensent à ce produit, qui sont là pour le vendre, vous vous privez de la moitié de vos utilisateurs finaux. Alors c'est vrai qu'entre les deux, il y a des électriciens où là, il y a peut-être plus d'hommes. Donc notre chaîne de distribution est plus masculine que féminine, mais à la fin, notre utilisateur final, la moitié du temps, c'est une femme. Donc on pense vraiment utile à tout niveau dans l'entreprise de féminiser les postes d'encadrement, les postes de direction. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que le débat s'arrête au conseil d'administration et au comité de direction. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est ce qui nous intéressait, nous, dans le label GIZ. C'est le fait de se mesurer par rapport à la présence des femmes dans l'ensemble des niveaux de la société. Bénédicte, vous faites bien de le dire parce qu'il y a eu souvent des critiques sur l'idée que tout ça était un peu un gadget, qu'on mettait quelques femmes dans un conseil d'administration puis que tout le monde pouvait dormir en paix. Non, vous dites on va plus loin, il faut que dans des postes de cadres intermédiaires, de managers, il y ait, c'est la démarche de Christina. Quand même, sur le fond, je vous pose la question rapidement, Bénédicte, et je donne la parole à mes deux invités en plateau, mais je vous la pose abruptement. Il n'y a pas de femme à la tête d'une entreprise du CAC aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, vous qui finalement observez, avez progressé, apporté votre pierre à l'édifice? Comment vous l'expliquez? C'est quand même le dernier plafond de verre à briser, ça. Oui, absolument, mais ce n'est pas propre aux entreprises du CAC 40. Je pense que c'est également le cas en politique. On a eu pour la première fois une femme vice-présidente des États-Unis. Ça pose tout autant des questions. On va y arriver. Il faut changer les mentalités. C'est un changement de culture, à la fois chez les candidates, parce qu'on l'a dit, souvent, elles s'arrêtent avant la dernière marche parce qu'elles ne pensent pas forcément capables. Et puis évidemment, chez les recruteurs qui restent des hommes. Et la tendance, c'est de recruter ses semblables. Mais de par ces changements de culture, le fait qu'on voit de plus en plus de femmes à différents postes de responsabilité, on pense que bientôt les changements arriveront. Ça avance. C'est l'endogamie, on appelle ça l'endogamie, c'est-à-dire qu'effectivement les cabinets de recrutement se fréquentent, sont parfois dans les mêmes clubs, et donc il y a une forme de cooptation assez mécanique. C'est intéressant quand même l'idée que l'entreprise du CAC 40, qui est un peu le prestige des 40 plus grosses entreprises, il n'y a pas de femmes. Est-ce que ça c'est un combat que vous menez, où vous dites mon combat est ailleurs, je travaille d'abord à structurer des bases d'entreprises fortes avec des femmes pour qu'ensuite ça monte? Parce que là évidemment avoir encore une fois un symbole peut cacher la réalité. Mais vous résumez parfaitement l'approche du GIZ, du label GIZ, qui est une approche structurante, et on prépare effectivement ce qu'on appelle les channels pour que les femmes puissent monter en compétences. Et surtout, dans notre label, qui est un label international, et donc il y a une vocation véritablement de porter nos valeurs, je dirais françaises, mais aussi européennes, un petit peu partout dans le monde, nous avons vraiment un regard extrêmement précis sur la culture. Et on a un critère de labellisation sur la culture de l'entreprise qui doit changer. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que tant que, et Bénédicte l'a très bien exprimé, tant que les femmes, bien sûr, n'oseront pas se positionner, mais que les hommes leur feront barrage quand même encore. Ouais, vous dites ça quand même. C'est qu'il y a quand même un petit... Mais bien sûr. On n'a pas très envie comme ça. Bon, on l'aime bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle exagère, quoi. C'est normal. Vous êtes à un poste... C'est de la concurrence. Vous n'avez pas envie de céder votre place. Donc, il y a vraiment un sujet culturel qui va très loin, qui est un sujet de gouvernance, où on va se poser la question de comment pourrait-on gérer mieux le monde pour qu'il soit plus soutenable. On a un grand enjeu, l'intelligence artificielle. Nous avons lancé avec Cédric O et le groupe Orange. Qui est le secrétaire d'État en charge de ces questions. Exactement. Nous avons lancé donc, malgré le Covid et malgré la crise, nous avons lancé une charte internationale pour l'intelligence
artificielle inclusive, justement parce qu'on se dit on a fait des progrès, on a la loi de Marie-Jo Zimmermann, qui est un socle. on a notre label, on a plein de choses. Il ne faudrait pas que les algorithmes viennent détruire tout le travail que font les ressources D'ailleurs, humaines. pendant que nous y sommes, puisque ça a dû interpeller Bénédicte Baillet, mais Marie-Jo Zimmermann, vous avez vu qu'Amazon s'était trompé dans son algorithme. Oui. Ils se sont aperçus en fait que Oui. l'ordinateur, ce qu'on avait rentré dans le cerveau de cette grosse machine, éliminait les femmes. Absolument. Non, mais Donc c'est hallucinant. Mais il n'y a pas qu'Amazon. Hein. Et il n'y a pas qu'Amazon, non, il y a pas Google. qu'Amazon. Mais vous vous rendez compte, donc la machine est un peu misogyne. Ah ben tout à fait. Parce que c'est Mais- un homme qui la fabrique. Bah oui, c'est ça. Je dirais pas que c'est ça, mais enfin bon. La machine n'existe pas comme ça en soi. La Non, mais Chine est c'est le tel- prolongement mais- des inégalités culturelles et sociales Voilà, c'est et ça. des biais cognitifs des gens. Mais Et d'ailleurs, dans la loi Copé-Zimmermann, il y a toujours un article, et je déplore qu'on ne le mette pas suffisamment en avant. dites-nous. On parle des quotas, mais on ne parle jamais de l'article 8 qui demandait à tous les conseils d'administration, une fois par an, de faire un rapport sur la politique d'égalité, où Oui. automatiquement on renvoyait. Donc s'il à ce revient. que- Ouais. Ça revient. On en est où dans la boîte, quoi? Comment on On fait? en est où dans la boîte? Ouais. Et Voilà. c'est, je dirais, l'application, elle a été faite avec déjà le label, parce que au départ, quand on légifère, c'est sur le label, c'est sur la loi Génisson, qui était le rapport de situation comparée. Exactement. Il y avait une logique pour moi. La Mais logique. ça, c'est pas fait, ça, aujourd'hui. Alors, Il n'y a pas de tableau c'est de bord fait- qui permet de vérifier si on bah, fait un... c'est-à-dire, le problème, alors À part je, Guise. D'où je veux pas l'importance faire, du label. je veux Bah pas oui, le faire, label, ouais. de critiques systématiques, mais heureusement qu'on a eu à la fois le label d'égalité, heureusement qu'on a eu le nouveau label GIZ, parce que Gise, hein. GIZ, Ouais, c'est ouais, ça. vous le dites bien, Marie-Jo, c'est très bien. Parce que Bah, moi, je l'ai parce pas que, bien dit. je vais vous dire, à force de Ah bah, travailler bien avec sûr, Christina, voilà. on n'a pas le droit de pas Bah, le bien prononcer sûr, c'est correctement. évident. Mais si vous voulez, le problème, c'est que je pense que là aussi, il y a cette complémentarité au sein du conseil d'administration de bien faire prendre conscience. Et c'est là aussi, alors ça n'a pas toujours été réussi, hein, je le reconnais, c'est que les femmes qui sont au conseil d'administration soient conscientes que il y a certes leur présence, mais il y a aussi la responsabilité qu'elles ont Bien sûr. de faire travailler sur la politique d'égalité. Oui, elles sont actrices aussi et militantes. Juste, Bénédicte, je ne vous ai pas demandé, je ne veux pas vous challenger. Vous êtes membre du COMEX, donc vous participez aux décisions stratégiques de l'entreprise, opérationnelles. Le conseil de surveillance, je n'ai pas vu comment était structuré le grand. Il y a des femmes, j'imagine aussi, les femmes sont présentes au conseil de surveillance. Elles touchent, rappelons-le, des jetons de présence hein, quand on est au conseil de surveillance. Oui, alors nous, on a un conseil d'administration, mais effectivement, nous avons 45% de femmes au conseil d'administration. Alors, ce sont des personnalités extérieures, des C'est ça. administratrices indépendantes, et elles touchent effectivement des jetons de présence. Donc ça, c'est important de le signaler. Nous avons, je ne l'ai pas mentionné, mais également notre présidente, c'est très important, du conseil d'administration, qui est une femme. Elle fait partie des rares femmes présidentes du conseil d'administration. Oui, ça, je l'avais vu, effectivement, fait partie des rares personnes qui dirigent un conseil d'administration. Marie-Jo Zimmermann, il y a un autre débat, on n'aura pas le temps de l'ouvrir, mais ça va vous intéresser. À l'intérieur de ces conseils d'administration, tout ça est un peu technique, il y a les conseils de rémunération. Tout à fait. Je voulais juste qu'on en dise un mot, parce que c'est le nerf de la guerre. On a créé un conseil des rémunérations pour pas que le conseil d'administration s'auto-augmente. Là aussi, il y a beaucoup de femmes, parce que les femmes ont leur mot à dire Alors, sur les rémunérations. Elle commence tout doucement à arriver. Mais ça, dès 2015-2016... Sensible, le sujet. Très sensible. Celle qui m'avait beaucoup interpellée là-dessus, c'était Véronique Morali, à l'époque, Oui. qui était au Women's Forum. Absolument. Et qui m'avait dit, attention Marie-Jo, il y a le CA, c'est vrai, Oui, mais il y a aussi... mais il y a tous les comités qui, aujourd'hui, qui gravitent autour. génèrent vraiment les vraies questions. Mais les rémunérations. C'est Eh, ça. Eh oui. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ce que je disais, c'est ce qui a mais il y a une importance fondamentale, je dirais, dans l'application de cette loi, c'est que on a toujours travaillé main dans la main avec à la fois, comme Christina Longhi, des femmes et des hommes qui avaient le souci de cette politique d'égalité, et puis des femmes comme Floriane de Saint-Pierre, qui a très souvent Éthique et Board, qui m'a très souvent fait des statistiques, tout simplement parce que elle était convaincue que c'est
avec une base de statistiques, qu'on arrivait à vraiment donner la vraie politique. L'émission se termine. Christina Lunghi, je vous donne la parole. Juste d'un mot, Bénédicte Layé. Est-ce que l'entreprise a amélioré ses performances depuis que vous avez des femmes au conseil d'administration et depuis que vous avez des membres éminents comme vous au COMEX? Est-ce que l'entreprise se dit c'est bon aussi pour les profits de notre entreprise? La performance financière continue d'être bonne, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça accompagne également l'amélioration de la performance extra-financière qu'on mesure tous les ans, toute notre politique RSE, et on considère qu'effectivement la présence des femmes y a fortement contribué. Donc ça, c'est important, l'extra-financier. Ça veut dire que les notations tiennent compte évidemment de l'attitude d'une entreprise à l'égard de sa diversité, de ses minorités, et en particulier des femmes que vous représentiez aujourd'hui. C'est un vrai plaisir, Bénédicte Baillet, de vous avoir accueilli en visio avec ce beau décor derrière vous, futuriste. Merci, présidente. Vous êtes la DRH du groupe Legrand. Et je voulais donner la parole à Christina Lunghi, label Guise, je pense l'avoir bien dit, qui se projette, qui a démarré en France, qui est à l'international. Est-ce que vous faites des petits à l'étranger? Est-ce qu'on vous regarde bizarrement, ou est-ce que dans certains pays, vous réussissez à imposer ce label? Les entreprises commencent à s'ouvrir à notre label. Alors, on ne l'impose pas, mais on nous le demande. Donc, je préfère beaucoup plus cette approche. Des pays d'Europe, des pays... On a l'Italie, l'Espagne, on a Dubaï, on a la Tunisie, on a des pays d'Amérique latine. On commence les États-Unis d'Amérique nous demandent d'avoir un label pour leur propre territoire, leur propre périmètre. Et nous venons, juste avant Noël, juste avant le groupe Legrand, nous avons labellisé la police de Dubaï. J'y vois là un symbole extrêmement puissant de ce changement culturel nécessaire si on veut que le monde aille mieux. C'est ça que nous voulons. Guise, le label Guise, labellisé, notamment l'entreprise Legrand, ça c'est très récent. On a vu que cette entreprise était une entreprise bonne élève sur ces questions. Je remercie Marie-Jo Zimmermann d'être venue faire un détour par notre plateau. C'était un plaisir de vous revoir. Merci à Christina Lunghi. Plaidoyer pour l'égalité année zéro. Il faut lire le livre parce que le titre, on se dit qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé plein de choses. Au contraire, c'est pour dire qu'on devrait faire l'année zéro avec l'égalité. On redémarre un nouveau cycle. D'accord, mais ça permet d'expliciter le titre. C'est sorti chez l'Harmattan et Bénédicte Baillet du groupe Legrand DRH. Merci à vous trois. Bien dans son job et fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission après ce débat sur l'égalité homme-femme. On va s'intéresser à la tech. Alors on parle beaucoup de la tech, on nous dit qu'il n'y a pas assez de femmes, mais avec Denis Guibet. Bonjour Denis Guibet, vous êtes le directeur général d'ITS Service. En quelques mots, pour ceux qui connaissent l'environnement de la tech, ITS Group a été créé en 1997, 1400 collaborateurs, et vous êtes directeur général d'ITS Service qui a environ 1000 collaborateurs. C'est l'entité centrale de cette belle entreprise qui fait de l'ingénierie de production et de l'infrastructure pour ceux qui maîtrisent la tech. Je suis sûr que vous maîtrisez la tech. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, un petit mot sur cette année vécue. Vous l'avez vécue comme moi, vous avez sûrement écouté le président Macron hier. L'informatique, c'est pas arrêté pour vous? Vous avez été en première ligne. Absolument. Déjà, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. On a effectivement été en première ligne puisque l'informatique est quand même un élément clé du fonctionnement des entreprises. Donc même si c'est la crise, même si c'est compliqué dehors, on a malgré tout l'enjeu de continuer à faire tourner l'informatique de nos clients, qui sont pour la plupart d'ailleurs des grands clients. Une obligation. Une obligation, absolument. Je pense à la grande distribution. Si l'informatique ne suit plus, il n'y a plus de possibilité de... C'est ça. On ne peut plus livrer dans les magasins. Donc c'est une vraie problématique. Mais en même temps, c'est pareil pour tous les grands consommateurs que sont par exemple les banquiers. Les banquiers, tout est informatique dans la banque. Pareil chez les assureurs. Donc en fait, tous les métiers en fait, sensibles tiennent aujourd'hui de par leur informatique. Aujourd'hui, vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a ceux qui ont terminé leur transformation, je pense aux banquiers, et les banques ont plutôt globalement terminé leur transformation, puis il y a tous ceux qui ont pris conscience pendant la crise Covid qu'il fallait accélérer. Et là, évidemment, vous vous retrouvez, vous, en tension, en bout de chaîne, puisqu'on vous demande d'aller vite et de très rapidement faire cette transformation. C'est ça votre difficulté aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que là, au-delà effectivement de l'impératif de faire fonctionner l'informatique, il y a toute cette période de transformation qui est très, très attendue, très recherchée par les entreprises, parce qu'elles ont des enjeux effectivement business forts, donc il faut qu'elles aillent plus vite, qu'elles accélèrent, qu'elles mettent leurs applications plus rapidement également sur le marché pour pouvoir être meilleures, se démarquer par rapport à leurs concurrents. Aller chercher leurs clients. Donc, aller chercher leurs clients, exactement. Donc tout ça va générer des projets qui vont nécessiter de l'expertise, des compétences.
Et c'est là où effectivement on a une tension forte sur le marché. Vous êtes venu sur notre plateau, alors, votre entreprise marche très très bien, vous êtes un petit parmi les très grands, mais vous êtes une belle entreprise, une belle ETI qui jouait des coudes entre des très gros, hein, les Capgemini, les Atos, et vous êtes là, et vous vous imposez. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Parce que j'ai le sentiment qu'avec cette accélération de la transformation, vous, en bout de chaîne, vous dites on manque de bras. On manque de bras, absolument. Alors on a un positionnement plutôt effectivement ingénieur, donc ce que l'on recherche principalement sont des ingénieurs sur les métiers de l'infrastructure et ce qu'on appelle les opérations IT. Donc infrastructure, ce sont des ingénieurs système par exemple qui vont avoir une expérience autour du cloud, en tout cas qui vont l'acquérir de toute façon demain. Tout ingénieur système devra toucher au cloud puisque c'est l'endroit où on met les données. Voilà, exactement, c'est là l'endroit où on met, où effectivement on traite la donnée, hein, dans le nuage, hein, comme son nom l'indique. On avait un philosophe hier qui trouvait que ce mot était impropre. C'est une armoire dans laquelle on va ranger toutes ces données en fait. Voilà, c'est très schématisé, mais il y a un peu de ça. Donc vous avez besoin d'ingénieurs alors effectivement d'ingénieurs infrastructure, d'ingénieurs également cybersécurité, puisque toutes ces données, il faut également les protéger, les préserver. Alors tout ce qui est infrastructure est en permanence attaqué. On a encore eu le cas aujourd'hui d'ailleurs d'une entreprise qui a été attaquée dans le sud de la France, hein, donc je ne vais pas donner le nom, mais effectivement c'est passé sur l'antenne. Cryptage de data. Oui, alors c'est effectivement toute la protection de la donnée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évite à des personnels malveillants d'arriver directement sur les serveurs via les réseaux et donc d'attaquer les applications de nos clients. Juste, excusez-moi, avant de terminer l'émission, vous êtes à la recherche de ces collaborateurs et j'ai eu le sentiment qu'il y a toujours ce désir d'aller dans les très gros, mais quel est l'avantage d'aller chez vous pour nous donner envie pour ceux qui sont ingénieurs, de venir chez vous? C'est quoi? C'est entreprise à taille humaine? On peut le dire comme ça? Alors déjà, on a des très très grands clients qui sont eux-mêmes nous permettent d'adresser des très gros sujets très intéressants, passionnants. Donc ça, je pense que pour toute personne qui a envie... des beaux défis. Des beaux défis, absolument. Deuxième chose, c'est qu'on a on a vraiment, et nous on insiste là-dessus, une proximité de management. Et ça commence également avec un management technique, c'est-à-dire que tous nos collaborateurs sont gérés par des personnes qui connaissent la technique, qui sont des gens qui viennent de la technique. C'est important. Parce qu'on a besoin effectivement de tracer un parcours pour ces collaborateurs. Donc on n'a pas envie de les garder 6 mois ou 1 an. Si on peut les garder le plus longtemps possible, c'est bien. On fait des efforts très importants sur tout ce qui est formation. RSE, marque employeur, c'est important. RSE, marque employeur, effectivement, tout ce qui tourne autour de la notion de donner du sens. Hein, donc on fait participer les collaborateurs qui le souhaitent à des actions humanitaires, solidaires, actions contre la faim. On a des collaborateurs qui courent, on a des collaborateurs qui votre patron, donnent de leur temps. Le grand patron est un sportif. Voilà, Jean-Michel Hébert est lui-même un grand sportif et cette notion effectivement de convivialité est un élément clé pour nous que l'on souhaite continuer à apporter. Et donc les collaborateurs sont en général plutôt bien chez nous. Et ne partent pas? Alors, ils partent toujours, bien sûr, un peu, puisque c'est un peu aussi la vie du métier. Il y en a un certain nombre qui sont embauchés par nos clients aussi, et c'est très bien. Hein, donc, ça leur permet de... Il y a une formule un peu SS2I, c'est-à-dire qu'on est quand même très longtemps sur place, sur un site, et donc forcément, il se crée des choses. Oui, exactement, il se crée des choses, et parfois, c'est la vie. Hein, c'est un peu comme pour les consultants, quels qu'ils soient, vous êtes embauchés par le client. Ça arrive. Merci Denis Guibé. ITS Group et ITS Service, vous l'aurez compris, qui est le noyau dur de ce réacteur, à la recherche de collaborateurs. Clic, recrutement, ITS Group, et allez jeter un œil parce qu'il y a aujourd'hui des tensions et ITS recrute entreprise à taille humaine. Voilà, je fais un peu votre publicité. Non, mais n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez même m'écrire Denis Guibé, dguibé@itsgroup.com. Guibé, vous avez directement accès au directeur général, ce qui est effectivement une marque de souplesse, d'accessibilité et d'une hiérarchie peut-être souple, moins jacobine que dans certaines entreprises. Merci Denis Guibé. itsgroup.com. itsgroup.com. Voilà, je vais écrire moi aussi peut-être à Denis Guibé, mais je ne suis pas ingénieur. C'est pas grave, on regardera ce qu'on peut faire. Je ne suis pas ingénieur infrastructure, malheureusement. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous et de partager cette fin d'émission. Merci à vous, merci Fanny Griesmer, merci Pauline Gratel, merci Margot pour l'accueil invité, merci à nos réalisateurs Kylian Soula et au son Héloïse Merlin. Voilà pour l'équipe. Je serai là demain, bien entendu. On va s'intéresser avec nos invités dans le cercle RH. C'est les experts de Bismart, à tout ce qui va se passer parce que le confinement, ça va bientôt démarrer officiellement et ça va évidemment impacter la vie des entreprises. C'est une évidence. Retour à la case départ. On en parlera demain et puis on s'intéressera à notre livre, le livre de Smart Job. Je serai là. Bye bye. Portez-vous bien. À demain.